Donc Carole, bonjour. Alors Carole Capuccio, je te reçois aujourd'hui pour présenter ton livre Les enfants du jugement. Alors déjà, merci pour ce livre et merci d'être là. C'est moi qui te remercie d'avoir l'amabilité d'être là pour moi aujourd'hui et de parler de mon livre. Avec grand plaisir. Alors déjà, super pour ce livre puisque tu vas aider de nombreuses personnes qui sont dans des cadres de manquement sur des gardes d'enfants. Nous allons en parler plus longuement tout à l'heure. Et qui peuvent amener évidemment à des situations catastrophiques, tant pour les enfants que pour les familles. Alors déjà, en introduction, je voudrais faire un aparté que tu signales bien dans ton livre, différents manquements au niveau de la justice, mais qu'en aucun cas tu ne remets en cause la totalité de la justice. C'est effectivement différentes situations malheureusement catastrophiques. Et par contre, tu remets en évidence l'importance, comme dans beaucoup de différents travaux et différents métiers où il y a vraiment un manquement au niveau du temps et au niveau de la gestion des budgets. Donc, ils ont un peu de mal à gérer tout ça. Alors déjà, la première question la plus importante, à qui s'adresse ce livre ? Alors, ce livre s'adresse en particulier à tous les parents qui se séparent, que ce soit une séparation, une simple séparation ou que ce soit un divorce. C'est un livre qui s'adresse à tous les parents qui vont vers un nouveau chemin et donc je leur propose d'éviter de rentrer dans des conflits, d'éviter d'aller jusqu'à la justice justement pour éviter de déchirer des enfants et de perdre des enfants. Parce que quand on rentre dans une situation conflictuelle, si en amont on n'arrive pas à se mettre d'accord pour la garde des enfants, nos enfants deviennent un enjeu. Tout à fait. Et souvent, on utilise les enfants malheureusement dans notre séparation parce que ou la femme a été trahie, ou le mari... je sais pas moi, enfin bon, lui aussi s'est senti trahi pour d'autres choses. Enfin, peu importe l'origine de la séparation, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos dysfonctionnements, on les fait subir aux enfants pendant une séparation. Bien sûr. Et justement, par rapport à ça, tu mets justement en évidence la difficulté au niveau de la justice de pouvoir acter sur des situations où il y a toute une partie très importante d'affect. Oui, tout à fait. Je mets en lumière ce chapitre. C'est très important parce que les juges qui font leur job du mieux qu'ils peuvent, bien évidemment, sont plus sous l'effet de loi. Alors, j'imagine que tout le monde a un cœur, tout le monde a de la sensibilité, mais dans ces cas-là, peuvent-ils vraiment faire jouer leur sensibilité et peuvent-ils déceler la part du père, la part de la mère, et à qui vraiment je peux confier l'enfant. Parce que je pense que pour eux, ce doit être aussi un dilemme. Mais malheureusement, il y a de nombreux cas où l'enfant n'est pas confié à la bonne personne. Donc c'est de ça aussi que je parle. Pourquoi l'enfant n'est pas confié à la bonne personne? Qu'est-ce qui fait que les juges n'arrivent pas à déceler vers qui on va laisser l'enfant? Oui. Et justement, dans ton livre, tu prends un exemple d'une famille et ça fait froid dans le dos parce que cette famille, ça pourrait être vous, ça pourrait être moi. Et effectivement, ça montre tous les différents méandres de cette gestion de justice. Et tu mets surtout bien en évidence que les comportements sont le reflet de ce que nous vivons. Donc on peut tous avoir à un moment une situation où, entre guillemets, on n'est pas du tout ce qu'on est vraiment. Et ça met en évidence ça, donc c'est important. Tout à fait, parce que quand on met les pieds dans la justice, on met les pieds aussi dans tout ce qui est social, tout ce qui est encadrement social. Et c'est là que l'enjeu devient encore plus important que de passer devant un juge. Parce que malheureusement, au niveau du système social, elles font sûrement du bon boulot dans certains cas, mais dans beaucoup de cas, il y a un problème. Alors il y a un problème, je pense, qui est peut-être un problème d'ego ou un problème différentiel entre les uns, les autres, d'incompréhension. Il faut savoir qu'une femme et un homme ne fonctionnent pas de la même manière et que dans une situation de séparation, la femme est à fleur de peau. Donc, les premiers moments de cette séparation, qui peuvent durer 1 mois ou 2 mois, voire 3 mois, sont des situations à fleur de peau. C'est-à-dire qu'on est énervé, on crie, on en veut à l'autre, on a envie de le tuer, on a envie de se venger. Enfin, bon, je vous donne pas tous les détails du fonctionnement, vous les connaissez, sûrement pour beaucoup. Mais c'est là que le problème se joue. Parce que quand quelqu'un vient chez vous et commence à visiter votre maison, commence à vous poser des tas de questions, comment vous vous comportez avec votre enfant, et votre enfant ceci, et votre enfant cela, et qu'à la fin, on vous dit « mais oui, vous êtes toujours amoureuse de votre ex-mari », je vois pas le rapport avec le bien-être de l'enfant.
la personne avec qui ça se passe, on la pousse vers une colère supplémentaire, on lui fait fermer les portes de la vraie discussion, elle se sent agressée. Déjà, elle se sent agressée parce qu'on vient regarder chez elle, et déjà c'est compliqué parce qu'elle elle se dit que peut-être qu'elle fait mal, que chez elle ça va pas, enfin j'en sais rien. Mais ça déclenche des millions de questions. Et comment ces personnes qui sont soi-disant formées ne sont pas capables, à ce moment-là, de comprendre que cette personne est à fleur de peau, que la discussion, les premiers temps, va être quasiment impossible, mais c'est pas grave. Laissez déverser la personne, laissez-la crier, laissez-la s'énerver. Normalement, ces personnes doivent être formées pour ça. Et apparemment, elles ne le sont pas. Parce qu'à partir du moment où vous ne montrez pas patte blanche, la situation se dégrade et se retourne vers vous. Parce que ces personnes n'acceptent pas le comportement de l'autre. Parce qu'elles n'ont pas psychologiquement les capacités à laisser faire la personne pour arriver après à un terrain d'entente et à une vraie discussion. Et ça, dans tous les cas que je peux rencontrer en tant que coach, je veux dire, depuis des années, et même d'autres personnes que moi qui sont médecins ou même des juges comme le juge Durand qui fait un truc formidable, parle de cas, relève des cas. Et c'est chaque fois la même chose. Chaque fois, c'est les services sociaux qui sont remis en cause par un manque de compréhension, de formation, alors que sur papier, la formation, elle est nickel. Mais dans la réalité, elle ne correspond pas du tout à ce qu'on peut voir sur le papier. Oui, effectivement, l'importance d'être bien formé et puis l'importance également de ne pas avoir pris à partie dans la situation, que tu remets en évidence aussi dans ton livre. Parce que souvent, c'est pris à partie. Dans le cas que je cite, on a exclu la mère pour donner toute l'importance au père. Et en fait, c'est le père qui dysfonctionne. Comme on voit souvent des gamins qui sont violés par les parents, mais on confie l'enfant au violeur. Des femmes se sont retrouvées en prison. On fait 3 mois de prison parce qu'elles ont dénoncé les actes du père. Ça marche sur la tête, quoi. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Comment un juge peut laisser faire ça? Et comment ces personnes, ces assistantes sociales, ces AMO, peuvent faire ça? Moi, je suis choquée par le système. Et justement, par rapport au système, tu parles des 75 000 enfants qui ont été placés de manière judicieuse ou pas sur cette année, ce qui est un 12% d'élévation par rapport aux autres années, et ce qui est plus qu'un milieu carcéral. Donc c'est quand même hallucinant. Ben oui, parce que les taux de divorce et de séparation augmentent, vu la société actuellement, je veux dire, vu notre fonctionnement dans la société. Donc forcément, qui dit séparation, dit qu'il y a des enfants. Donc les enfants deviennent l'enjeu, et c'est là que tout commence. Je regardais une émission là il y a pas longtemps sur le fonctionnement des médiateurs ou des médiatrices, mais eux c'est pareil. Combien de couples ils arrivent à accorder? Mais je ne connais pas les pourcentages, mais d'après l'émission que j'ai vue, ça fait peur parce qu'on voit qu'il n'y a pas d'accord. Ça veut dire qu'ils vont devant le tribunal et on rentre dans le cas de mon livre en fait que je cite. Donc moi j'espère vraiment que au travers de ce livre et peut-être même au travers de notre échange, il va y avoir des prises de conscience de ce que peut faire quelqu'un du milieu social, c'est-à-dire faire des faux témoignages, en arriver à faire des faux témoignages, en arriver à vouloir influencer un expert en psychiatrie familiale qui a été nommé par le tribunal, et d'ailleurs il le note dans son rapport, on a cherché à l'influencer dans son rapport. Mais je ne comprends pas. Et donc, dans ce livre, je mets effectivement beaucoup de choses en évidence avec des vrais documents. Ce ne sont pas des documents que j'ai inventés, ce sont des documents réels. Et je ne pense pas que ce soit une goutte d'eau. Je pense qu'il y en a beaucoup comme ça. Oui. Alors, ce qui est important, je pense, pour tous ceux qui liront le livre, c'est déjà cette mise en avant et cette mise en évidence de ces situations. Et surtout, que tu donnes toutes les clés pour pouvoir contester une décision de justice que la personne trouverait inadéquate. Oui, tout à fait. Il y a des possibilités de contestation, mais le problème, c'est que les gens ont peur. Parce que déjà, le côté social, les assistants sociaux, leur mettent la pression et leur font peur. On va vous enlever votre enfant. Et aux enfants, ils leur disent « tu vas aller en foyer d'accueil ». Et ça, c'est quelque chose qui est répété. Donc, les parents pris de panique,
dans le stress de leur situation, dans la souffrance du divorce, ne savent pas qu'ils ont des recours, et vu qu'on les bloque dans les recours, ils ne font aucun recours, ou très peu de recours, parce qu'ils ont peur. Et ceux qui osent, malheureusement, comme cette femme que j'ai citée tout à l'heure, et dont il y en a beaucoup en fait, ceux qui osent se retrouvent accusés, comme ma cliente qui a été accusée de pas mal de choses par la justice, notamment d'être quelqu'un de violent. Je ne vois pas qu'est-ce qu'elle a de violent. Moi, je la suis depuis 5 ans. Si c'était une femme violente, je n'aurais pas écrit ce livre et je n'aurais certainement pas pris son exemple. Donc, 2 fausses accusations. Quand on voit les rapports qui sont faits, qui sont des rapports erronés, quand on voit que la gamine était avec une assistante sociale et qu'elle est prise de panique et que l'assistante sociale l'emmène aux urgences et dit qu'elle a fait une allergie et que le certificat médical des urgences dit que c'est une crise de panique, mais qu'est-ce qu'elle lui a raconté ? Mais qu'est-ce qu'elle a raconté ? Oui. Donc voilà, tout est tronqué, tout est erroné. C'est une catastrophe. Enfin bon, nous avons les clés grâce à toi pour contester tout ça, donc c'est bien. Alors, dans ton livre, tu parles également de SAP, donc du syndrome d'aliénation parentale. Est-ce que tu peux nous résumer un peu ça ? Alors, l'aliénation parentale est quelque chose qui existe depuis longtemps, mais on n'avait pas vraiment mis un mot sur le sujet. Alors, un conseil en tous les cas, pour ceux qui m'écoutent, n'en parlez pas aux juges, parce que les juges, ils ne veulent pas en entendre parler. Donc, à votre avocat, vous pouvez en parler. Apparemment, maintenant, il y a des avocats qui se spécialisent dans le domaine, mais pas tous les avocats entendent aussi que l'aliénation paternelle existe, ou maternelle, parce que ça peut être dans les 2 sens. Alors, l'aliénation, c'est quoi ? C'est quand le père, je parle du père, je suis dans mon livre, c'est quand le père a la garde de l'enfant, par exemple, et que l'enfant va être substitué à tout. C'est-à-dire, ça devient la femme, la mère, l'enfant, la copine, et il va commencer, lui, à s'isoler socialement. Donc, ça veut dire qu'il ne va plus vraiment correspondre avec l'extérieur. Mais par contre, son enfant va devenir l'enjeu de sa vie. C'est-à-dire, il va se confier sur son bien-être, sur son mal-être, etc., etc. Il se fera passer tout le temps pour une victime vis-à-vis de l'enfant. Donc, il sera toujours victimisé. C'est-à-dire, tout le monde extérieur lui en veut, et notamment la mère, si on est dans ce cas-là. C'est la mère qui le fait passer pour ceci, pour cela, mais non, lui, il est très bien. Donc, l'enfant va grandir avec une influence d'un seul parent, mais une influence qui se rapproche bien évidemment aussi au gros manipulateur, hein, parce que c'est un jeu de manipulation, de toute façon. Oui, tout à fait. Donc, l'enfant sera autant exclu du monde extérieur que le père, donc elle aura très peu d'interaction avec le monde extérieur. La seule vraie interaction sera donc avec le père, et elle va vivre dans un monde complètement fermé où elle aura que le père comme référence. Donc tout ce qui va venir de l'extérieur, de toute façon, le père fera en sorte de le contrer pour ne pas interférer sur cette manipulation qui a été mise en place sur l'enfant. Donc après, pour sortir l'enfant de là, c'est très difficile et c'est un très, très gros travail pendant des années. Oui, c'est clair. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, justement, pour ne pas arriver à cette décision de justice et à devoir en passer par là ? Alors, je sais que ça existe déjà, mais je pense qu'il faudrait aller plus loin. Moi, ce que je conseillerais, c'est... Je parle d'avocats, mais pourquoi pas des médiateurs aussi, s'ils en ont les compétences, c'est très bien. Avant d'en arriver à la justice... peut-être que l'avocat peut faire un point très précis avec son client, mettre en place pour la mère, le père et les enfants ou l'enfant un suivi psychologique désigné par l'avocat sur les 3, donc l'avocat adverse et l'avocat, que les avocats s'entretiennent et mettent ça en place, un suivi de 3 voire 4 mois obligatoire, avec donc des rapports où on voit que le parent a fait le nécessaire, qu'il est bien pris en charge, qu'il est suivi, etc., etc. Pourquoi ? Parce que toute cette haine de départ va retomber. Mais pour qu'elle retombe, il faut pouvoir discuter. Et le milieu familial n'est pas le meilleur côté pour discuter. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas objectifs dans votre situation. Bien évidemment, vos parents vont vouloir vous défendre vous, et l'autre, ça sera le pire de pire. Bien sûr. Alors que
un psychologue ou un pédopsychiatre, tous ces gens-là sont formés pour rester neutres dans une situation. Donc, ils vont être objectifs là où leur client ne le sera pas. Et de ce fait, ils vont pouvoir conduire la personne à prendre conscience de pourquoi elle se sépare, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle a été trahie, pourquoi ils ne s'entendaient plus, pourquoi ceci, pourquoi cela. Enfin bon, voilà, il y a plein de questions là-dessus. Mais je pense qu'au départ, c'est ce qu'il faut faire. Parce qu'une fois que c'est tombé, que tout le monde prend conscience de la situation, que les enfants sont protégés en ayant des suivis pour ne pas subir justement le dysfonctionnement des parents, je pense qu'à ce moment-là, l'avocat pourra amener les parents, par des courriers, comme ils font déjà, des courriers d'accord, etc., à quelque chose de sain, d'à peu près sain. Mais on peut arriver à quelque chose. Oui. Et de ce fait, en ayant ces suivis, on va pouvoir détecter si un des deux parents souffre psychologiquement de troubles importants, notamment l'aliénation, la manipulation pervers narcissique, la violence, etc., etc. Donc, ces suivis vont pouvoir mettre en lumière réellement le milieu dans lequel l'enfant peut trouver son équilibre et grandir sereinement. Voilà. Bon, en gros, c'est ça. Après, je sais qu'il y a du travail et il faut y réfléchir. Je ne suis pas le gouvernement. Mais en gros, c'est ça, quoi, en fait. Moi, je pense qu'il y a des possibilités. Mais quand on peut éviter tout ce qui est milieu social et tout ce qui est justice, croyez-moi qu'on peut éviter beaucoup de dégâts. Et de souffrance, parce que c'est les enfants qui souffrent plus que les adultes. Oui. Parce que c'est eux qu'on prive d'un des deux parents ou des deux parents selon les cas. Donc, il faut revoir le système. D'accord. Eh bien, écoute, Carole, un grand merci pour tout ça. Et un dernier mot, une dernière conclusion ? Une dernière conclusion. Écoutez, moi, ce que j'aimerais, c'est que tout le monde arrive à peu importe qu'on se sépare. Aujourd'hui, on peut refaire sa vie 10 millions de fois si on en a envie. C'est pas très grave. On n'est pas obligé d'aimer la même personne pour toute sa vie. C'est comme ça. On fait des enfants. Quand on fait des enfants, il faut être responsable de leur avenir, de leur équilibre et de l'amour qu'on leur donne. Parce que si on ne les élève pas dans de l'amour, ce sont des enfants qui vont transmettre et qui vont aller vers des souffrances, qui vont transmettre à leur tour, et on ne s'en sort plus. Bien sûr. Donc le monde dysfonctionne aujourd'hui parce que les parents aussi dysfonctionnent. Et nos enfants, c'est notre avenir. Donc si on ne prend pas soin de notre avenir, de qui on va prendre soin ? Donc voilà. Donc le mot de la fin, prenons soin de nos enfants. C'est ça. Super. Eh bien, merci beaucoup. Merci Valérie. À bientôt. À bientôt.